Dans le vieux puits, l'enceinte la plus extérieure, haute de 30 pieds et large de 6 à la base, comprenait les 22 îles de la ville et mesurait environ 3 km de circonférence et 30 hectares de superficie. Elle s'étendait depuis le Rocher Corneille jusqu'à la prairie du Breuil, allant d'un côté jusqu'au couvent des Jacobins, de l'autre jusque dans le voisinage de la commanderie de Saint-Jean. Prenons la direction de la rue Pansac. À l'origine, la porte Pansac était un donjon rectangulaire situé dans l'artère Pansac, mais plus en retrait que le boulevard, au droit de la rue Grange-Vieille. Quelques décennies plus tard, au XIVe siècle, pour fortifier la porte Pansac en vue de se protéger, 2 excroissances furent construites avec 2 tours à leurs extrémités, dont l'une d'elles a été démolie par la suite. En l'an 1562, et le jour de la Trinité, les Huguenots seraient venus de la ville de Lyon en grand nombre, de 7 à 8 000, conduits par le seigneur de Saint-Just, les capitaines Blacon, Guitard, Montbrun, Chaland et plusieurs autres capitaines et un grand nombre d'enfants du Puy assiéger la ville du Puy, bien qu'auparavant on eût, suivant les conseils de la ville, envoyé par les délégués aux sieurs de Saint-Just 4 000 livres pour faire retirer les troupes et prendre un autre chemin. Par ce moyen, et pour conserver la ville, les habitants firent provision de farine pour 3 mois, suivant l'ordonnance faite, et aussi firent abattre les balais, c'est-à-dire les échoppes et les boutiques construites contre le mur de fortification et qui auraient constitué un point faible dans le système de défense. Ils firent aussi fermer les portes durant le siège qui dura 5 jours. Pendant ce siège, il fut parlementé plusieurs fois, tant par le seigneur de Saint-Just que par le sieur de Chambard, de rendre à leur obéissance la ville, ce qui fut refusé par le conseil de la ville. Pendant le siège, les femmes de la ville portaient à la muraille aux soldats pour les rafraîchir pain, vin, confiture. Toutefois, voyant que les assaillants ne pouvaient rien faire, ils s'en retournèrent le soir de Saint-Laurent. Dirigeons nos pas vers la porte de Pansac, dans une période moins troublée. Autrement nommée Porte Royale, par laquelle on allait en Auvergne et à Paris, elle était gardée par 2 tours bâties au XIVe siècle, et dont une seule subsiste aujourd'hui, l'autre ayant été démolie en 1850. Précieux vestige avec ses mâchicoulis tréflés, ses fenêtres à meneaux et l'accolade de ses portes, elle fut celle des entrées royales, mais connut aussi, comme on vient de le voir, de nombreuses batailles soutenues par la cité contre routiers et huguenots. Leur local était alors donné aux habitants uniquement par l'église et ses clochers. Dès le XIVe siècle, le consul installa donc sur ce donjon une horloge qui donnait alors l'heure municipale. Non, arrête de déconner. La pendule de l'ancienne église Saint-Pierre du Monastier, située approximativement à l'emplacement de l'actuelle mairie. La rue Pansac est l'une des plus anciennes, des plus importantes et des plus commerçantes de la basse ville. Autrefois connue sous le nom de Panassac au XIIe siècle, Carriera des Panassaco au XIVe, rue de Panassac au XVIe, rue de l'Égalité en 1794, nom que l'on a oublié depuis pour revenir à rue Pansac. La tour Pansac, c'est l'un des plus beaux vestiges de la ville fortifiée. Au XIIIe siècle, on pouvait décompter 18 tours de la sorte au fil des enceintes de la ville. La tour Pansac est la seule restante. Sa jumelle fut malheureusement démolie en 1850 pour élargir l'entrée de la rue. Depuis son époque héroïque, elle a reçu de nombreux stigmates dus aux activités commerciales. Le pavage des chaussées, du moins des plus importantes, avait pallié les très nombreux inconvénients dans les villes. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, il était à la charge des riverains. La plupart des ruelles étroites étaient dépourvues de trottoirs, lesquels ne furent introduits au puits que bien après 1779. Ils permettaient d'éviter la boue, les immondices et les eaux usées.
Le pavé le plus utilisé ici, pour les rues les plus larges et les plus importantes, était celui que les délibérations qualifient à tort de cubique. Ceci afin de le distinguer sans doute des galets arrondis de basalte ou de grès, ou des pavés inégaux de tuf rouge volcanique. À ce sujet, d'autant prétendent que dans les rues à forte pente, le tuf était plus commode pour éviter que les chevaux ne dérapent, surtout en hiver, et que les galets de chaque côté résistaient mieux au passage des roues et charrettes. Le pavé de la rue Pensac est de section rectangulaire, en granit blond, et provenait en grande partie des carrières de Pont-de-Lignon. Pour les ruelles étroites, on employait toujours des galets de rivière, noirs ou bleus, utilisés généralement pour les bordures ou les caniveaux, entre lesquels on disposait une bande de galets blonds ou rosés. Mais le pavage coûtait extrêmement cher, et on avait donc coutume d'apprécier la richesse d'une ville à ses surfaces pavées. De toute évidence, Le Puy avait des airs de ville cossue. À ce titre, et pour les raisons citées précédemment, la rue Pensac constitue un véritable musée en plein air. La parcourir, c'est découvrir les nombreux logis et édifices anciens. Mais pas seulement. Nous passerons également en revue certains commerces qui ont animé cette rue. C'est d'ailleurs avec ce petit restaurant anonyme, au numéro 80, que nous allons commencer notre visite. C'était autrefois le commerce de lentilles Fournier-Grenier. De l'autre côté, accolé à la tour, une boulangerie parfumait le voisinage du 79. À qui appartenait-elle ? Mystère. Quand fonctionna-t-elle ? Encore mystère. Seule une mémoire de Penaud, souvent défaillante, permet d'en ranimer le souvenir. Un peu plus loin, toujours accolé à la tour, au 77, Apartam, un cabinet de géomètre, occupe l'emplacement dont les bâtiments appartenaient au XIVe siècle à l'excroissance destinée à fortifier la porte Pensac. La rue Grange-Vieille. Elle se divisait autrefois en deux parties. En bas, Vicus de Grandia, en 1283, Granga Veia, en 1457, puis Grange-Vieille, mais V-I-E-L-H-E, en 1603. Les deux parties réunies se nommèrent également Grange-Vieille, V-I-E-L-H-E, en 1605, ou de Saint-Julien. Dans la niche oratoire, à l'angle nord des rues Pensac et Grange-Vieille, on note la présence d'une Vierge à l'enfant en bois polychrome. Juste à l'angle de Pensac et Grange-Vieille, maintenant que nous sommes familiers avec nos rues, une pâtisserie s'était fait une spécialité de chocolat bien appréciée des Penaud. Juste en face, une boucherie Sog avait précédé Immobilière 43. Au numéro 66-68, la maison d'art et Paysac proposait une grande variété d'outillages. Et tout à côté, au 64, un ancien champion cycliste, René Privat, avait ouvert un magasin de papier peint. Remplacé par le magasin Lily qui faisait commerce de cuisine, salle de bain, bazar, etc., ce numéro est aujourd'hui celui de Carrefour Express. La rue de l'Ancienne Comédie fut ainsi nommée à partir de 1880 lors de la démolition de l'ancien théâtre. En 1294, elle s'appelait Pou-en-Veyre, Pou vraisemblablement en raison de la présence d'un puits, et Veyre désignant un terroir de la rue Saint-Jacques. Puis ce fut rue des Ex, puis rue de la Comédie en 1768. Au numéro 59 et 61, en lieu et place de l'Écu d'Or, les anciens hôtels des Farniers avec salles voûtées du XVe et XVIe siècle. Quant au numéro 57, ce fut la maison natale du professeur Chantemesse, qui vécut de 1851 à 1919. On peut l'identifier grâce à une plaque commémorative. Inventeur du vaccin antityphique, c'est-à-dire contre la typhoïde, donc, il fut élève de Louis Pasteur, et sans doute du professeur Pierre-Victor Galtier de Langogne. Élu membre de l'Académie de médecine en 1901, il mourut de la grippe espagnole le 25 février 1919. Le numéro 58
a été occupé par une entreprise du bâtiment, puis une agence d'assurance, avant de se spécialiser dans la menuiserie déco et ameublement. En 1386, c'était la rue de Villeneuve, Carriera de Villanova. Elle est devenue Canto del Cosola en 1457, rue du Consulat en 1565, rue de la Régénération en 1794, pour redevenir la rue du Consulat. L'ancienne maison consulaire se trouvait à l'emplacement de la cour de l'ancien collège Jules Ferry. Et puis, il a bien fallu qu'une ancienne publicité fasse remonter des souvenirs d'adolescents. En effet, au numéro 7, un certain Roger Champé, ancien coureur cycliste de talent, tenait un magasin-atelier des cycles Alphonse Thoman et Captivante. Il semblait supporter de bonne grâce la présence de Garagna dans mon genre. Il se montra toujours de bonne composition tant cette équipe de pseudo-clients néo-cyclistes se montrait agitée, au point que de temps en temps il nous menaçait de nous tremper le derrière dans la conque de l'autre côté de la rue. Mais c'était un gentil, et qui plus est ancien équipier de Raphaël Gemignani, qui lui rendait parfois visite. On se sentait alors tout intimidé, et ô combien admiratif. Mais le temps a passé, et il ne reste plus aujourd'hui que des portes vermoulues qui ferment désormais un magasin abandonné. Et le bâtiment attenant a été démoli pour laisser place à une charmante petite place. Cette rue a ceci de particulier qu'il s'y produisit un fait à caractère historique. Le 16 octobre 1754, Mandrin voulait se venger des fermiers généraux. Mandrin, c'était une sorte de Robin des Bois pour les uns et un bandit pour les autres. Avec sa troupe d'une quarantaine de mercenaires, ils entrèrent dans la ville du Puy-en-Velay et se dirigèrent vers l'entrepôt de sel et de tabac tenu par M. Duplain, rue du Consulat. La maison fut saccagée de la cave au grenier et le mobilier vendu aux enchères. À noter également qu'en face de ce qui était la cour de récréation de l'établissement Jules Ferry, partait un souterrain qui, paraît-il, amena une bande de garagnats du quartier jusqu'à Aiguille dans les années 50. Pour acheter des sabots, la rue Chaussade était tout indiquée. Pas moins de 8 marchands avaient pignon sur rue, dans la ville. Seulement 2 irréductibles avaient préféré la rue Pensac, M. Vialon et M. Vigourou. Ce dernier proposait un bel étalage de sabots et de galoches à semelles de bois et présentait son personnel et ses enfants tout endimanchés pour les besoins de la photo. Au numéro 51, de l'autre côté de la rue, hôtel des Ganiroles, chirurgien, construit par Pierre Cusinel. Au 49, la charcuterie Marius Bernard. Le fils Bernard, dit-on, mangeait le beefsteak cru, en avance sur son temps. Mais c'est surtout le boudin de Marius qui était célèbre, préparé dans la tradition d'une maison centenaire, avec graton, oignons, etc., qui, coup de main et cuisson en plus, faisait le bon boudin. Quand son fils Jean lui a succédé, il a conservé l'entonnoir magique. Au numéro 46, le logis des frères Michel, sculpteurs, appelé Maison des Têtes, de 1620. Y ont exercé un commerce, entre autres, la petite fabrique de parapluies, un bijoutier et un restaurant. Au 44, la maison Exbraya vend des cuisines et salles de bain. Alors qu'on se souvient que Robert Abosi avait fait commerce de luminaires dans un magasin fort judicieusement appelé Lumidec. Et bien avant eux, au XIXe siècle apparemment, c'était un marchand de dentelles, Farigoul. Les mascarons du numéro 42, qui ornent les arcades de l'ancien logis des Andrés, datent du XVIe siècle. Avant le comptoir de la famille, le marchand de café et celui de fruits et légumes, au 45 et 47,
La maison Boudignon, créée par Félix Boudignon, ancien maire du Puy de 1900 à 1904 et de 1910 à 1911, était spécialisée dans la mercerie, bonnetterie et la confection. Installée rue Pansac, elle prospéra avec un personnel important et fut transférée vers 1930 rue Alphonse Terrasson. Félix Boudignon réalisa d'importants travaux à une époque où la ville connut un grand développement dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Les Bados, installés au 43 rue Pensac, furent une grande lignée d'horlogers. Sur la photo, on voit Maurice Bados qui danse avec Monique. Au 39, c'était il y a longtemps la Blancherie Plantin, puis, par la suite, un marchand d'objets du culte, Sacrest, remplacé de nos jours par Okaidi, spécialisé dans les vêtements pour enfants. Au numéro 33, le logis de Guillaume Aubrier, procureur, construit par Mathieu Acarion en 1650. Actuellement, magasin de quincaillerie et de coutellerie. Au 31, le local est aujourd'hui un café pour artistes. Il appartenait autrefois aux marchands de primeurs Jean et René Douce. Le samedi matin, chez le primeur Douce, en 1978, on livrait encore le marché couvert avec un char à bras. Jean était au bureau et René vendait. Au numéro 29, le logis dit du Chanoine, avec un cordon sculpté au premier étage, orné de 2 têtes expressives, une belle tourelle sur la rue Étienne Médicis du 15e. Signalée comme ruelle tendant de Panassac en Granollers en 1544, la rue Étienne Médicis fut ainsi nommée en 1889 en hommage à un marchand drapier qui fut consul en 1530 et 1536. À l'opposé, la Carreria de Chamarlenco de 1294 du bas latin Chamarlincus, chambellan, est devenue la rue du Chamarlinck depuis le XIIIe siècle, l'une des plus étroites de la ville. Mais elle est surtout connue pour son numéro 16, qui était le siège d'une joyeuse association, la Confrérie des Cornards du Puy. La rue Chamarlinck. Voilà de quoi satisfaire les amateurs du bien vivre et laisser dire. Au XVIIe siècle fut créée au Puy-en-Velay la Confrérie des Cornards, confrérie bachique célébrant le bien vivre et le bien manger. La maison des Cornards existe toujours. On peut encore voir sur le fronton les mascarons de 2 cornards et les inscriptions au-dessus de chacun de ces 2 cocus. Vois le cornard riant. Ah, que les cornes vont bien sur un front comme le mien. En rentrant chez ma femme, la gueule pleine de champagne, en voulant raconter cette histoire, elle me dit sans y croire, mon amour tu es bête, si tu regardes bien au-dessus de ta tête, tu découvriras la clé de l'histoire des cornards nar. J'ai tant pissé sur les comptoirs du monde, tant fait de cocu, et de chiards aux girondes, gonflés de chiards, les pétrées assez blondes, quand viendra de partout, gerber sur ma tombe, tous les maths de la terre vont se filer en quart, autour du cercueil pour guetter le grand départ. Quant à ces aimables cornards, on peut imaginer que leur dévotion allait aussi bien à la bonne chère CHERE qu'à la tendre chère CHAIR des Ponotes. L'étroitesse de la rue Chamarlinck ne les privait pas d'une certaine largeur de vue pour se moquer ainsi d'eux-mêmes. Une fois par an, chaque année, la confrérie élisait son grand maître
et défilaient joyeusement depuis leur taverne jusqu'à Saint-Germain-la-Prade, non sans avoir fait un détour par des établissements religieux, si possible, où l'éducation des jeunes filles était abondamment complétée des choses de la vie par quelques couplets polissons bien sentis, illustrés par les sacerdoces édifiants du père Dupanloup ou du curé de Camaret par exemple. Le bazar Verneau était situé au 17. C'est aujourd'hui un magasin de vêtements hommes. Au numéro 18 et 22, des façades classiques de 1771. Un marchand de chapeaux occupait le 18. Voici une rue qui sent bon son époque. Enfin, sentir bon. Autrefois nommée canton des Philibert, en 1544, elle devint la rue des Philibert en 1617, puis rue de Philibert en 1718. Les Philibert firent hommage à l'évêque en 1309 de biens sis à Landos et de maisons de la rue de la Saulnerie en 1313. Cette rue était fermée à ses deux extrémités pour préserver la tranquillité de ses habitants, pratique assez courante autrefois. Quant au grainetier qu'on pouvait apercevoir de l'autre côté de la rue Pensac, au Bon Semeur, il n'a disparu que dans les années 70, vraisemblablement l'ancêtre de la famille Fontanille, plus connue pour la dentelle. C'est une partie de la cave Martin qui semble aujourd'hui chercher un repreneur. Comme c'était le cas de nombre d'autres ruelles, l'entrée de la rue Philibert était agrémentée de sa Vierge. Au numéro 16, tourelles et bretèches sur la rue Philibert du 16e. Au numéro 14, logis des Fillols-la-Saigne, chirurgien du 16e, avec une cour remarquable. Dommage que la porte soit fermée. Nous voici à présent devant le Jardin des Arts, au numéro 12, une galerie d'édition plus particulièrement spécialisée dans la photo. Bien des années auparavant, la spécialité de la maison Forestier-Malon était plutôt orientée vers les couvre-chefs, mais de qualité. Côté impair, au 3 exactement, une herboristerie remplaça la pharmacie tenue par François Chambonnet jusqu'à sa retraite en 2010. Les boiseries remarquables qu'elle abritait avaient été achetées par son grand-père, Antonin Merle, en 1900. L'association Sauvegarde du patrimoine pharmaceutique s'en est portée acquéreur en 2011 et mise en valeur après restauration par la mairie de Baugé en Anjou dans l'Hôtel-Dieu de la ville. Au numéro 6, maison d'Étienne Médicis, chroniqueur du Puy du XIVe siècle. Autrefois occupée par les vêtements de travail et autres Vauzel-Lédier, puis par l'horloger bijoutier Boucard, le numéro 6 est aujourd'hui tenu par un opticien lunetier. Ce brave commerçant est-il averti du drame qui se déroula dans ce même bâtiment, voilà déjà quelques siècles. Dans ce bâtiment, le propriétaire d'un appartement au 3e étage avait organisé, comme c'était l'usage à cette époque, semble-t-il, un spectacle qui avait eu grand succès. Le public, enthousiaste, tapait des pieds pour manifester son plaisir, ce qui eut pour effet de faire effondrer le plancher du 3e étage au 2e, du 2e au 1er et du 1er au rez-de-chaussée, avec les dégâts que l'on imagine. Presque l'invention de l'ascenseur sans rappel vers le haut. Au sortir de la rue Pensac, la place du Plot. Point de départ de la Via Podiensis, en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
Comme on peut le constater depuis la cartographie des caves du sous-sol Peaunot réalisée par Claude Perron et son équipe, le Plot se situe au cœur d'un quartier très riche en caves. On oubliera très vite que c'est là qu'en 1548, on avait placé un pilori servant à l'exposition des ivrognes et des blasphémateurs, bref, des manants de bas étage, quoi. Mais le Plot, c'est plutôt le cœur de la ville, ou même le ventre du puits, particulièrement le samedi matin, où les scènes du marché, célébrées par Jules Vallès, ont permis à la ville de participer au concours du plus beau marché de France, avec un succès flatteur. Ce marché se tient sur cette place depuis 1544. Avant cette date, en 1425, il n'était autorisé que les jours de foire. On y trouvait tous les bons produits régionaux, le fameux fromage aux artisans en particulier, jusqu'aux trophées bien spéciaux d'un certain Ravel, dépouilles de renards et blaireaux. Successivement nommés Sancti Petri Monasterti en 213, Planum ou plat, qui signifie place publique, Plat de la Fruita en 1544, Fruita ou Fruta désignant les fruits en général, Place Saint-Pierre en 1589, Place du Plot, PLO, en 1688, Plot en Vélave désignant un carrefour, Place Bonaparte sous le Premier Empire. La place s'est plus récemment nommée Place du Plot, PLOT. À cet endroit se trouvait autrefois la rue de la Baconnerie en 1408. La Baconnerie et la charcuterie. Ce mot vient de bacon, l'art, qui provient lui-même du francisque Bacot. Il fut emprunté aux Français par les Anglais. Elle prit ensuite le nom de la Bidoire en 1519, qu'elle garda jusqu'à sa disparition à la fin du XVIIIe siècle. Bidoire est le nom de la fontaine construite en 1246 qui orne cette place. C'est elle qui attire l'œil en premier. Partiellement détruite et remplacée par l'édifice de style baroque que l'on peut admirer aujourd'hui, elle a été réalisée en pierre de Blavozy. Du centre du bassin mouluré s'élève une pile sculptée d'une grande variété de motifs. La partie la plus ancienne est actuellement immergée. Par-delà cette fontaine, à l'est de la place, se profile un bâtiment massif, celui de la mairie, occupé de ce côté-ci par des commerces. Il occupe aujourd'hui un emplacement où se trouvait le monastère Saint-Pierre-le-Monastier, fondé par l'évêque Guy le 13 avril 993. Cet ensemble culturel comportait une église, des bâtiments conventuels et un espace funéraire. L'ensemble est aujourd'hui enfoui sous les bâtiments actuels de la mairie et de la bibliothèque municipale. Il y a quelque temps, on pouvait en trouver des repères pavés aménagés par la municipalité. Aujourd'hui, face à nous, dans le bâtiment de l'hôtel de ville, le numéro 3 est occupé par un bar, crêperie, glacier, Fleur de sel, spécialisé dans la restauration. Tout à côté, au numéro 1, la parfumerie et institut de soins Marionneau a pris la place de 3 épiceries, celle d'Hortense Besson, semble-t-il, l'épicerie populaire Roiron, successeur, et la maison Anglade qui deviendra le négoce de fil Achard. La rue Saint-Pierre s'appelait rue Neuve-Saint-Pierre lors de sa création en 1817-1819. Ce nom lui venait de l'abbaye Saint-Pierre-le-Monastier, déjà connue en 968. Au fond de la place de la Halle, on aperçoit la Halle, justement, inaugurée le 3 octobre 1897. Le premier étage fut entièrement réservé à la bibliothèque municipale, alors que le rez-de-chaussée servit d'entrepôt pour le matériel des sapeurs-pompiers, puis en permanence de syndicat, pour être finalement affecté à la bibliothèque en 1984.
À l'angle de l'ancienne place de la Halle aux Grains et de la rue Saint-Pierre se trouvait la Maison Halley, grand magasin de chaussures qui avait pour slogan « La Maison Halley chausse bien ». Auparavant, ces locaux avaient été occupés par le Grand Saint-Pierre, un spécialiste de la confection. À l'angle sud-ouest de la place démarre la rue Saint-Gilles. Connue dès 1250, elle s'est appelée Carreria Sancti Egidi, rue Saint-Gilles en 1585 et rue de l'Industrie en 1794. On pense que cette dénomination rappelle que c'est par cette rue que les pèlerins quittaient le Puy pour se rendre à Saint-Gilles en Languedoc. La rue Saint-Jacques fut dénommée Carrevra Saint-Jacques en 1457, prononciation non garantie, Saint-Jacques en 1586 et rue Marat en 1794. On l'appelait ainsi parce que l'empruntaient au Moyen-Âge les fidèles qui se rendaient au pèlerinage du glorieux apôtre Saint-Jacques le Majeur en Compostelle. Ici se trouvait un hôpital pour accueillir les pèlerins et qui a existé de 1253 à la fin du XVIe siècle. La statue en bois d'un pèlerin située avec la place du Plot possède les attributs du pèlerin: le bourdon, c'est-à-dire le bâton, la besace, la gourde et le manteau. Ah, il manque le chapeau. On retrouve d'ailleurs cet équipement sur la statue, plus récente bien sûr, d'une pèlerine installée au début du mois de juin 2018 sur un angle de la place. Il s'agit de la sculpture en bronze d'un artiste hongrois, András Lappi. À ce même angle de la rue Saint-Jacques, une pharmacie. Dans le passé, M. Soulier était plus qu'un pharmacien. C'était un peu le docteur des Poneaux à l'époque, de par ses conseils et les soins qu'il prodiguait avec beaucoup de dévouement. C'est le pharmacien Bonnefou qui l'avait précédé, avec une pharmacie ouverte le 15 mars 1880. Signalée dès 1236, cette rue n'a pas changé de nom depuis le XIIIe siècle, à part de légères variantes comme Granolier en 294, Ruette de Granoyer en 1544 et rue de Granouilly en 1691. Cette appellation serait empruntée au hameau de Granoyer, vers Yssingeaux, cité dans l'acte de donation que Charles, abbé de la cathédrale du Puy, en fit à la collégiale Saint-Georges le 29 mars 1089. Au numéro 10, le logis de Guyot de Lic arbore une magnifique façade du XVIe siècle, dont on doit une restauration réussie au salon de coiffure Pedro. On voit aisément la différence à partir d'une photo ancienne. Au numéro 6 de la place, à l'angle avec la rue Pansac, le restaurant La Table du Plot fut précédé par un marchand de toile. Chenabataria, en 1239, Chêne-Botterie en 1344 et Chêne-Bouterie à partir de 1691, cette rue fait référence aux chanvres, puisqu'en effet c'était là qu'exerçaient les chanvriers, autrement nommés cannebassiers, et les marchands de toile. C'est sans doute ce qui explique la présence, à proximité, de magasins de toiles, lingeries et autres draperies dans un passé qui s'étire jusqu'au temps moderne, aussi bien dans la rue Pansac, comme la maison Conductier à l'angle Pansac-Plot, aujourd'hui remplacée par un restaurant La Table du Plot, cité précédemment, que sur la place elle-même, justement, où le magasin Forestier Espenel, ou Belle Grandville, est devenu beaucoup plus tard Volubilis. À l'angle ouest, un magasin de dentelle. Il y a pas mal d'années, il s'agissait d'un horloger, M. Billot, auquel succéda une parfumerie, vraisemblablement, à la Violette. L'angle est est garni de la statuette de Sainte-Lucie. Quant au magasin qui fait le même angle, il propose toutes sortes de boissons, mais il a l'air bien hermétique. Dans un passé éloigné, c'était aussi un débit de boissons, le café Tessonnaire, que jouxtait la maison Terrasse. Ah, la maison Terrasse. Cet établissement représentait l'une des figures de la place du Plot de 1940 à 1990. Josette et Suzanne, filles de Jean Terrasse, qui ont assuré la suite, offrirent en leur temps un service d'une qualité irréprochable durant des décennies, fidèles à la réputation familiale. L'étal particulièrement pittoresque attisait la curiosité des Garagna dans mon genre.
On se souvient que les marchands laissaient aussi tremper les morues dans la conque de la bidoire pour les faire dessaler. Impensable aujourd'hui. Depuis longtemps d'ailleurs, on ne voit plus de louveteaux vivants au marché, ni ailleurs. En revanche, les gens d'un certain âge se souviennent des paniers de chevennes, vendoises et barbeaux, pêchés en Loire, le plus souvent à l'épervier. Disparus aussi, les pigeonneaux étouffés discrètement par les fermières entre deux doigts derrière le dos, et vendus à la louche ou à la cuillère par les cacailleuses, le populaire sarassou. Ah, le fromage aux artisans. Désormais, ce n'est plus l'éveil ou le quotidien qui servent de papier d'emballage. Et c'est un papier alimentaire plus hygiénique qu'on utilise à la vente. Inimaginable également les trophées bien spéciaux, dépouilles de renards et blaireaux d'un certain Ravel. La plus ancienne mention de cette rue, la Corretaria, date de 1212. Elle devint Carreria de Quarataria en 1313. Carreria de Correra en 1515, rue de la Correrie en 1597, la Correrie en 1691 et rue de la Courerie en 1693. Corretaria signifiait office de courtier, le courtage qui jouait un rôle important dans la vie économique du pays au niveau des opérations commerciales et financières. Cet angle de rue en a connu des commerces, en particulier la maison Terrasse, dont il a déjà été question. Aujourd'hui, le café Tessonnaire et la poissonnerie Terrasse ont disparu, ainsi qu'un magasin de dentelle qui occupait l'angle de la rue Chêne-Bouterie au numéro 28, il y a quelque temps. À présent, c'est un débit de boissons qui occupe les lieux, le Santa Lucia. Un peu plus loin, le chocolatier Jeff de Bruges s'est installé au numéro 24, emplacement occupé il y a longtemps par une boutique de lingerie-bonneterie, puis par la maison Tamarquin de Saint-Étienne, au 24, et plus récemment par le tapissier décorateur Pubellier, parti sous d'autres cieux, du côté de Polignac. Et dans le café à l'ami, on a du mal à reconnaître une charcuterie d'antan. Au rez-de-chaussée de l'hôtel des Arcis de Chazourne, du XVIe siècle, la maison a gardé la disposition héritée du Moyen-Âge. Une grande arcade ouverte sur un commerce ou un atelier, et une plus petite donnant accès aux parties d'habitation. Au-dessus, la façade Renaissance présente un décor riche de références à l'Antiquité, avec ses colonnes à chapiteaux et l'alternance des frontons triangulaires et semi-circulaires au-dessus des fenêtres. Dans la cour, la tourelle d'escalier dessert 6 étages. Elle est éclairée par des fenêtres ouvragées dont l'une est datée de 1571. Au numéro 6, l'hôtel de Marmignac, du XVIe siècle, autrefois occupé par le magasin de confection Pigeon-Sicard, installé à la place d'une autre fabrique de confection, Alirol Frères, Druard, Dumas. C'est de nos jours MS Mode qui a pris le relais, une boutique de vêtements comme par hasard. La façade et la toiture sont inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 23 septembre 1949. Elles se caractérisent par 3 arcades en plein cintre ornées de mascarons. À l'intérieur, on découvre une tourelle de 6 étages et une poivrière à 2 fenêtres datant de 1571. En 1840, le conseil municipal avait décidé de démolir ces 2 immeubles pour élargir la rue. C'est grâce à l'intervention d'Auguste Aymar qu'il n'en fut rien. En revanche, le numéro 2, le logis des Lobérac, fut démonté pierre à pierre pour être reconstruit en 1841 à l'angle nord-est de la place du Clausel. Aujourd'hui parfaitement invisible en raison de nouveaux arbres et bâtiments modernes. Dans la partie laissée en retrait par le déplacement de l'immeuble Lobérac, s'est installée une banque. Dans un passé lointain, il s'agissait de marchands de tissus et toiles, les Boyer Alibert, en 1919, et la maison Blanc-Bobet, spécialiste en bonnetterie, gros et détail un peu plus récemment. De l'autre côté de la rue, installé dans le bâtiment même de la mairie, le bureau de tabac fut un temps géré par le couple Jean Mansart. Nous voici donc à la mairie.
Cet imposant édifice fut construit par l'architecte Portal entre 1764 et 1766. Il remplaça une précédente bâtisse, victime d'un incendie en 1643. Mais le sort s'acharna sur le bâtiment en 1653, 1818 et 1964, date à laquelle il abritait pourtant les sapeurs-pompiers. Comme à Paris, la flèche et le clocheton qui surmontaient la façade s'effondra. C'en était trop et il fallut le rénover et le restaurer entièrement. Pas question de remettre le clocheton et son horloge qui disparurent dans le brasier. L'inauguration de la nouvelle et dernière mairie que l'on doit à Michel Quéplin eut lieu le 7 juillet en présence du préfet Roger David et du maire Célestin Cassieux. Aujourd'hui, les services se répartissent sur 3 étages, dans un espace donnant sur la place du Martouré. À l'exception des édifices religieux, l'hôtel de ville est parmi les bâtiments publics les plus anciens de la cité. Il a donc été construit entre 1764 et 1768 et agrandi une première fois sur la rue Saint-Pierre en 1821. L'année suivante, c'est du côté nord, rue Courerie, qu'un autre agrandissement s'est effectué. Le nom Martouré a pour origine la place des Martyrs, parce que ce lieu était réservé aux exécutions publiques. C'est également là que le 8 juin 1794 fut brûlée la précédente et authentique statue miraculeuse de la Vierge Noire. Pendant la Révolution française, la guillotine, installée là en permanence du 30 mars 1793 à janvier 1795, vit passer sous sa lame 41 condamnés, dont 18 prêtres. Nous voici donc devant l'hôtel de ville. Fort heureusement, la place du Martouré n'a pas que de sinistres souvenirs. Si l'on y a vu flotter le drapeau nazi, par exemple, c'était pour les besoins du tournage d'un film. Et en dépit de sa combustibilité, la mairie est à l'origine de scènes historiques. Les plantations des arbres de la liberté, par exemple. Le pluriel s'impose ici car le terrain n'a jamais véritablement convenu à leur épanouissement. Parmi les autres événements et personnalités qui ont animé ces lieux, il faut citer la remise du drapeau américain Lafayette-Washington en juin 1920. Les défilés et réceptions post-libération, des processions religieuses et la visite de personnalités comme le maréchal Fayolle, Philippe Pétain, le général de Gaulle et bien d'autres. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui, au moment où je parle, sont curieux de savoir ce qui se passe au puits. Et vous comprenez bien pourquoi. Les voilà fixés. Il est bien vrai, il est éclatant, qu'ici comme ailleurs, ici en particulier, la France est unie. Le sport aussi s'est illustré. Pour la seule fois de son existence, dans les années 20, la Fédération française de cyclotourisme a organisé son assemblée générale. Jetons un rapide coup d'œil sur la partie sud de cette place, à commencer par la rue Portéguière. Cette rue, qui existait au moins dès 1271, a pris le nom d'une porte de la ville qui s'ouvrait sur la prairie du Breuil et dont on trouve une première mention en 1241. Elle est citée sous les formes suivantes: Carreria de Porta Eguera en 1340, rue de la Porte-Esguerre en 1611, rue Porte-Esguerre en 1685. Le mot Esguera est provençal et désigne une conduite et d'évacuation des eaux. On trouve en effet une porte-guerre, du latin aqua, au Baux de Provence, qui, elle, n'a pas été démolie. Une autre à Riez, localité voisine. Enfin, l'enceinte romaine de Narbonne avait également une porta aquaria. À l'angle est de la rue, après avoir été précédé par un magasin de dentelle Julien Borel, l'horlogerie orfèvrerie est devenue Cathy, une boutique dédiée à l'univers de la femme, aussi bien en matière de vêtements que d'accessoires et chaussures. À l'angle ouest, c'est aussi un magasin de vêtements et chaussures. À côté, au numéro 7 de la rue Saint-Pierre, sur la place de la mairie, les pains et pâtisseries Marion avaient vraisemblablement été précédés par une autre pâtisserie du nom de Tessonnier.
Un peu plus loin, c'était la manufacture Pebelier, fondée en 1765, et son commerce de bonnetteries et confections. Jean Pebelier fut élu député en 1952 à la suite du décès de son père Eugène Pebelier. En marge de notre place, on constate qu'au début de la rue Saint-Pierre, les bistrots qui avaient envahi notre cité n'avaient rien à voir avec les boutiques de notre époque. Au nord du Martouré, le Clausel. Au Xe siècle, au sud-ouest du quartier du Clausel, qualifié de suburbium, c'est-à-dire quartier hors de l'enceinte de la ville, se trouvait le monastère Saint-Pierre-le-Monastier, fondé par l'évêque Guy en 993. Cet ensemble culturel comportait une église, des bâtiments conventuels et un espace funéraire, ensemble enfouis aujourd'hui sous les bâtiments actuels de la mairie et de la bibliothèque municipale. Mais la découverte, un peu plus éloignée du monastère, sur la place du Clausel actuelle, d'une sépulture datée du XIe siècle laissa supposer que l'ensemble funéraire du Clausel s'étendait depuis Saint-Pierre-le-Monastier jusqu'à la limite nord du Clausel. Nommé Cimterium Hospitalis Beat Marie Vocatum de Clausello en 1223, il devint Clausellus Beat Marie Aniciensis en 1327, puis grand cimetière de l'hôpital en 1544, le Cluzel en 1572 et Clausel avec un O en 1689. On l'écrit aujourd'hui avec AU, ce qui signifie lieu fermé, seulement ouvert sur le Martouré. Il fut désaffecté en 1654 en raison de la menace qu'il représentait pour la santé publique. Transformée en place publique en 1720, elle fut aplanie à la fin du XVIIIe siècle. Un immeuble à arcades y fut construit au XVIIIe siècle. Sur d'anciens clichés, plus loin, plus haut, on aperçoit d'une part le logis des Lobérac, déjà évoqué, une sorte de château d'eau au-dessus duquel le jardin de la Balme, un hôtel particulier, avait précédé l'imprimerie Jeanne d'Arc créée en 1930. À côté, ce qui fut le cinéma Le Foyer depuis 1920 devint plus tard le Cinévox des années 70 jusqu'à la fin. Primitivement salle des œuvres, diocésain à l'origine, la très grande salle se prêtait aussi aux réunions. Avec ses fauteuils verts, sa grande scène, des films y ont fait jusqu'à 10 000 entrées. C'est M. Planté de Vals qui travaillait en cabine. Dans les années 50, ces arcades abritaient l'entrepôt Blanc-Bobet et les revêtements modernes au numéro 2. Ils avaient été précédés par une succursale des établissements Les Planteurs de Caïpha, dès la fin du XIXe siècle. C'était une sorte d'épicerie en gros dont la silhouette familière des triporteurs parcourait les rues de la ville. Aujourd'hui, la partie nord de la place est occupée par un bâtiment d'aspect un peu trop moderne pour les lieux. De nouveaux commerces ont ouvert leurs portes. Ces lieux proposaient du vestimentaire, c'est à présent un magasin d'optique. À côté, un commerce d'épicerie a fermé boutique. En fond, on aperçoit le tribunal d'instance. Et ce qui était Blanc-Bobet autrefois est actuellement occupé par l'office de tourisme. À l'angle nord-est du Clausel, la rue Mémard. En 1934, c'était la Carriera Pargaminariae, tout simplement, ce qui dénote une origine gallo-romaine dont le sens provient sans doute d'un ancien terroir. Dès l'année 1358, elle fut occupée par des parcheminiers. Au niveau de la place, c'était vraisemblablement des bistrots qui s'étaient installés, dont l'un a été aujourd'hui remplacé par le Tam Tam, un bar-restaurant. La rue du Collège s'appelait en 1301 Sabatterie Vieille. On lui a donné son nom actuel à partir de 1685, après rue des Jésuites en 1689-1698 et rue de la Réunion en 1794. Le bas latin Sabataria, devenu Savaterie, signifiait que cette rue était le quartier des savetiers, des cordonniers. Quant au nom collège, il s'agissait de l'ancien collège fondé en 1588 par des jésuites appelés à devenir le lycée de garçons Charles et Adrien Dupuis, actuel collège de Lafayette. Si, un peu plus loin, au-dessous de la rue du collège, des 3 commerces d'autrefois, un café, un magasin de meubles et un bijoutier, seuls les meubles ont disparu. Le café du Velay était fréquenté par un personnage haut en couleur. Louis-Régis Rome, dit Romette, a marqué la cité ponote au début du XXe siècle. En 1911,
Le maire, le docteur Alirol, vient de démissionner avec plusieurs de ses conseillers. Alors le citoyen Louis Rome décide de se présenter aux prochaines élections. Depuis toujours, il rôde en ville où il passe le plus clair de son temps à fréquenter les bistrots. Il a préparé son programme électoral. Lorsqu'il sera élu, sa priorité sera d'abaisser le prix de la vinasse à 4 sous le litron pour le peuple. Il améliorera l'ordinaire des fourneaux économiques et fera installer un piano dans l'asile de nuit. Le candidat veillera aussi à réduire au maximum le travail entre les heures des repas. Eh bien, contre toute attente, Romette est élu. Pour fêter sa victoire, l'homme déclare les bars ouverts à tous. Mais hélas, au bout de 8 jours, Romette est contraint de démissionner du conseil municipal. On se demande bien pourquoi. Signe des temps, le Clausel, comme le Martouret, servent surtout en semaine de parc de stationnement aujourd'hui. Mais le samedi, alors que si le Plot a toujours été plutôt orienté vers l'alimentation, au Clausel, ce sont diverses activités commerciales qui l'animent et l'ont animé. C'est un peu le paradis de la brocante et toutes sortes d'étalages de bric-à-brac. On y rencontrait aussi bien des rémouleurs, des marchands de sabots, de ferraille, d'ustensiles de cuisine, de légumes aussi, que l'on acheminait avec des charrettes. On pouvait aussi se procurer des oreillers, des coffres, des chapeaux, des vêtements, mais aussi du linge auprès des petassounes. Mais le plus étonnant, à l'époque où la mode exigeait que la chevelure féminine soit opulente, des marchands de cheveux, nommés marchands de piao, dressaient leur baraque de toile et criaient « Piao ! Piao !» dans le but d'attirer les femmes dans le besoin et désireuses de céder leur chevelure pour quelques francs. La patiente était alors tondue à ras, à l'exception de 2 mèches sur le côté au bord de la coiffe pour maintenir l'illusion. Carreria de la Calzada. Ainsi désignait-on cette rue en 1273. Elle est devenue rue de la Chaussade en 1554 et rue de l'Égalité en 1794, avant d'en arriver à son nom actuel. Qui dit chaussade désigne une chaussée, une route pavée. Il ne faisait pas bon résider dans les parages lorsque les batteurs de cuivre étaient à l'ouvrage, dont le tapage fut à l'origine de nombreuses plaintes. Ce ne fut pas le cas de la bijouterie Finet-Salle, au numéro 1 de la rue Chaussade, dont l'activité commerciale était beaucoup plus discrète. C'est aujourd'hui la joaillerie Pierre Finet. Du côté père, au début de la rue, la boutique de prêt-à-porter pour hommes et femmes Cathy avait aussi été la bijouterie Giroux-Bernard. Plus loin, au numéro 16, un commerce de détail d'habillement Nines a succédé à ce qui était une teinturerie. Mais revenons au côté impair. En 1902, le numéro 11 semblait être une coutellerie. En 1960, Pierre Reynaud y tenait son magasin-atelier de cordonnier et c'est aujourd'hui une école de conduite. Au numéro 13, le magasin de vêtements pour hommes et femmes Régis est devenu une maroquinerie. Au numéro 23, ne quittez pas le puits sans emporter votre Jésus. Ce clin d'œil faisait allusion au savoureux saucisson gros calibre en forme de poire qui était une des spécialités du sympathique et souriant Pelot installé au 23. Mais fini les casse-croûtes mémorables dans l'arrière-boutique, à moins de se nourrir de sacs de cuir, de babouches colorées, de vêtements amples, de saris, bijoux, miroirs et lampes en fer forgé à la baraka. On aperçoit ce magasin depuis la rue Léon Cortial qui lui fait face. Cette petite ruelle très particulière s'était appelée Bonhomme en 1343, on ne sait pourquoi. Puis Pont-Neuf à la Chaussade en 1351. Elle devient la rue des Corroyeurs en 1592 en raison de la présence d'apprêteurs de cuir. Puis un nouveau Bonhomme, on ne sait toujours pas pourquoi. Quant à Léon Cortial, c'était un fabricant de dentelles qui vécut au début du XXe siècle.
Cette rue était un peu en retrait par rapport au mur d'enceinte, avec à chaque extrémité une porte qui la protégeait des perturbateurs. La boutique suivante, au numéro 36, appartenait à la maison Gallien, bien connue pour son commerce de biscuits en gros et confiserie. Elle est devenue un magasin de décoration Cerise Café. Assez curieusement, au numéro 66, à la place de Shido, créateur de parfums et cosmétiques à partir de matières naturelles et d'exception, Madame Bernard tenait dans les années 50 une fromagerie. Les temps changent, les odeurs aussi. Et en face au 33, la joaillerie-horlogerie Descours a ajouté 1893 à son nom car c'est la date de sa création. En 1893, donc, Jean-Louis Descours, ouvrier d'art de la maison Lévy à Paris, créa son entreprise au Puy-en-Velay, entre une papeterie et une chaudronnerie en tout genre. Puis en 1946, son fils Louis Descours ouvrit à son tour une nouvelle boutique en centre-ville, située 33 rue Chaussade. C'était le spécialiste de l'œil de bœuf, l'horloge traditionnelle de nos campagnes. Mais il a fallu apporter de sérieuses modifications vers l'an 2000, et ce sont les numéros de 31 à 37 qu'occupe aujourd'hui le magasin. Au 44, les Trois Bubos, boutique de cadeaux et d'artisanat d'art, a remplacé la maison Farigoule où l'on proposait des dentelles, des vraies et des imitations. Au nord, côté Père, la rue du Bessa doit son nom au bas latin Bessatum, qui signifie fond bas et marécageux. C'était déjà la Carreria del Bessa en 1283. Au sud, côté Impair, la rue Crozatier est relativement moderne. Son percement a eu lieu en 1853 pour permettre d'accéder à la ville haute depuis les places Michelet, du Breuil et depuis les boulevards, via la rue du Bessa. Quant à Charles Crozatier, c'était un statutaire et fondeur à qui l'on doit la fontaine du Breuil et dont un legs de 100 000 francs a permis la construction du musée qui porte son nom. Au 43, côté nord, donc, un marchand de chaussures aujourd'hui. Hier, au même endroit, un marchand de chaussures également, Chabrier. Comme quoi le nom peut changer, pas toujours l'activité. Un peu plus loin, au 51, Chantemesse-Gimbert était un dépôt de farine en grès gentiane. C'est aujourd'hui le magasin Edward, prêt-à-porter, accessoires et chaussures au féminin. Continuons du même côté, et au 57, Exotique 43 est un commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé. Autrefois, Perrault habillé chic, jeune et bien. Au numéro 58, la curieuse vacuité des locaux rappelle difficilement la plantureuse vitrine d'antan de la maison Roubin de Fer, spécialisée dans les bonnes choses, semble-t-il. En face, qui ne se souvient, surtout parmi les sportifs, du chamois sport au numéro 80, pris ici sous un angle différent. Parti le chamois, remplacé par une galerie d'art. Numéro 78, la pâtisserie au péché mignon, doit aviver quelques nostalgies chez les gourmands. Ils peuvent toujours se consoler de sa disparition en venant chez Eddy Coiffure se faire une permanente. Au 80, on ne sait plus qui a précédé la maison Merle, car cela fait bien longtemps qu'on peut s'y approvisionner en matériel électrique. La place du Théron s'appelait en 1320 la place de la Monnaie, l'Opla della Moneda, en raison du nom d'une rue située à proximité nommée Carreria Vocata de Moneta Vel dus Moneders. Bouf! Des monnayeurs à la solde des évêques devaient y battre monnaie depuis 924 jusqu'en 1318. Et c'est à la suite de la destruction d'immeubles vétustes en 1850 que la place est née. Du Théron,
En direction du sud part la rue Portail d'Avignon, la Carreria Portalis Avignonis, comme on disait au XVIe siècle. Elle porte son nom actuel depuis 1533 ou 1688 selon l'orthographe. C'était ainsi que l'on appelait la porte qui s'ouvrait sur le vieux chemin en direction d'Avignon. C'était la rue des Chaudronniers. La rue du Général Lafayette, en mémoire de notre marquis célébrité locale, fut créée lors de la percée à travers le vieux quartier du Pouzarot. Quant à la fontaine du Théron, elle n'est plus à sa place d'origine. Après la démolition de la maison Royer, elle fut reconstruite contre le mur sud du lycée de garçons. Son dernier déplacement en 1997 fut aussi le dernier chantier de Cecidio Tramontosi, émigré d'Italie. C'est la fontaine qui a donné son nom à la place. Sur la gauche, on aperçoit l'ancien lycée Charles-et-Adrien Dupuis, fondé en 1604 et devenu un collège d'enseignement secondaire en 1975. Ce qui semblait être un café est devenu aujourd'hui le bar du Théron. Sur le côté est de la place se trouvait l'entreprise Turin, outillage et fournitures automobiles. C'est un coiffeur qui exerce maintenant ses talents au fil du rasoir. L'établissement Le Bouchard, spécialisé dans les fournitures scolaires, a fermé il y a bien des années. Il est actuellement remplacé par la Maison des Délices, commerce de bonbons et chocolats. La rue Chèvrerie existait déjà en 1280. En 1313, c'était la Tsabraria. C'est en 1689 qu'on lui donna son nom actuel. Toutes ces dénominations venaient du bas latin capraria, qui signifiait étable à chèvre. De mémoire d'octogénaire, l'angle avec la rue Chèvrerie a toujours été occupé par une boucherie. La rue Boucherie Basse s'appelait autrefois In Marcello Inferiori en 1254, on ne sait pour quelle raison, et Masel Soterra, du bas latin Macellum, boucherie, en 1457, puis la Basse Boucherie en 1544. De toute évidence, la rue des Bouchers, dont la corporation fut à l'origine d'une émeute sanglante en 1276. Le nom de la rue d'Olaison venait bien sûr de celui du ruisseau qui descend du Devèze, d'où Devezou, Dovezou, puis d'Olaison avec un E. Elle a été nommée également Carreria de Dolezo en 1289. Dolezonis sive Obrador en 1390, sans doute en raison des ouvriers qui travaillaient dans les tanneries, puis rue du Porche, Porche, P-O-R-C-H-E, venant du nom d'une maison appelée Porgue, P-O-R-G-H-E. À l'origine, la cave Molière, centenaire en 2020, était dans la rue de la Chèvrerie. La patronne tenait le commerce et le patron s'occupait davantage du vin en vrac. À la fin des années 60, la cave s'est déplacée entre le faubourg Saint-Jean et le boulevard de la République. La rue du Palais s'appelait en 1544 El Palex, P-A-L-A-I-X, puis le Petit Palais, P-A-L-A-I-S, en 1636. Elle a beau être étroite et se perdre dans le labyrinthe de la vieille ville, elle peut quand même s'enorgueillir d'une petite Vierge noire. L'équivalent des logis et maisons de luxe qui caractérisent la rue Pansac, par exemple, on ne le retrouve pas dans les rues Chaussade ou Chèvrerie, à l'est de la ville. C'est ce que l'on a pu ou pouvons constater dans certaines autres villes, l'East End, dans le Londres d'antan, ou le 93 pour la région parisienne, dont les populations ne sont ou n'étaient pas parmi les plus privilégiées.